Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner, si c'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute! Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple. C'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Aujourd'hui, en cette fin du mois de juin, j'avais envie de vous parler de transidentité, et notamment de transidentité masculine. Et pour ça, je suis pas seule, puisque je suis accompagnée d'Aîné autour d'un café. Aîné, c'est un de mes meilleurs copains, et c'est aussi un homme trans. Salut. Aîné, tu es donc une personne carrément concernée par le sujet du jour, et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Si tu veux te présenter ou ajouter quelque chose, c'est le moment. Moi je m'appelle Aîné, j'ai 21 ans, mes pronoms c'est il, et voilà, je suis très content d'être là. Parfait. Et avant de continuer, je veux faire un petit message d'alerte, un petit trigger warning comme on dit en anglais, parce que dans cet épisode, on va très sûrement parler de transphobie, de rejet et de violence. Du coup, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces sujets ou que vous êtes dans une période de vulnérabilité, je vous conseille de ne pas écouter l'épisode et de prendre soin de vous. Du coup, revenons à l'épisode. Je l'ai imaginé en 4 grandes parties. 1. La définition des termes qu'on va utiliser tout au long de l'épisode, mais aussi des mots que l'on associe parfois dans le débat public à la transidentité. 2. Un point historique pour débunker ce mythe de la transidentité comme nouveauté, comme tendance, comme une épidémie qui viendrait pervertir nos sociétés et nos enfants. 3. Un point sur les droits des personnes transgenres en France, ce qu'il est possible ou non de faire, etc. Et 4. Quelques dernières questions, une conclusion et quelques conseils. Donc c'est parti pour la première grande partie, les définitions. Et pour toutes les personnes qui ne seraient pas familières avec le vocabulaire queer, je vous conseille de vous accrocher parce que ça peut être un peu complexe. J'espère être la plus claire possible, mais si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui à la première écoute, c'est pas franchement grave. Et Aîné, si tu as quoi que ce soit à ajouter, préciser, corriger, franchement, t'hésites pas. Super. Déjà, je pense la base pour commencer cet épisode, c'est quoi une personne transgenre? Une personne transgenre, ou abrégée personne trans, c'est une personne qui ne s'identifie pas au genre auquel elle a été assignée à la naissance. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être une personne trans. Il y a autant de parcours que de personnes trans parce que les démarches possibles, elles sont nombreuses et elles varient selon les individus. Autrement dit, il n'y a aucune démarche de transition vraiment nécessaire pour être une personne trans. Et malgré l'absence de chiffres officiels en France, en 2022, on estime que les personnes trans, elles représentent 0,1% de la population, c'est-à-dire entre 20 000 et 60 000 personnes. Aussi, il est plutôt inexact de dire que les personnes trans, elles changent de genre, parce qu'en fait, la plupart des personnes trans, elles ont toujours eu conscience de leur identité de genre sans forcément pouvoir ou avoir les mots pour en parler. Concrètement, ce qui change lors du coming out trans, c'est le regard que la société porte sur ces personnes. Vous l'aurez comprise, mieux vaut donc parler de coming out trans plutôt que d'employer l'expression changer de genre. Certaines parlent même de transfuse de sexe parce que les personnes trans, elles sont les seules à concrètement voir le monde des deux côtés de la binarité du genre. Du coup, Aîné, si t'es d'accord, tu pourrais nous parler de ton coming out trans, à quel moment tu l'as fait, comment et pourquoi.
Alors, moi, mon tout premier coming out trans, parce qu'en général, on en fait plusieurs, comme on a plusieurs cercles sociaux, on est obligé de annoncer à nouveau à différentes personnes qu'on est trans pour changer de prénom, si on change de prénom, pour changer de pronom. Et donc, moi, le premier coming out que j'ai fait, c'était à mes amis, au lycée, c'était l'été avant la terminale. Et en fait, c'est parti d'un constat où je me suis dit qu'en fait, ça fait des années que je me sens mal à l'aise quand on parle de moi au féminin, quand on m'appelle meuf ou tout ça. Et du coup, on allait partir pendant une semaine en vacances avec des amis. Et du coup, je leur ai demandé si on pouvait tester de changer mon prénom et de me genrer au masculin pendant cette période pour faire un peu une période de test pour voir si ça marchait. Et en fait, ça a super bien marché. Et du coup, voilà, on a continué comme ça. Et après, le deuxième coming out, donc celui-là avec les amis, il a été super, très facile. Vous avez été super. Et après, le deuxième coming out, ça a été à la famille, donc. Et là, ça a été un peu plus compliqué pour différentes raisons. Mes parents ne sont pas très au courant de ce que représente la transidentité, même s'ils ont évolué aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose auquel ils n'étaient pas très familiers, et donc ça leur faisait peur, essentiellement. Et donc, il y a eu des réactions qui ont parfois été un peu violentes, mais voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement, souvent les coming out. Et t'as parlé de tes parents, tes frères, ils t'ont par exemple beaucoup soutenu ou pareil, ça a été un peu dur aussi? Alors mes frères, comme ils étaient jeunes à ce moment-là, ils s'en foutaient un peu. Honnêtement, c'était. Est-ce que dans mes souvenirs, ils ont été plutôt... Ah oui, ils ont été super. C'est surtout le plus âgé, donc le plus âgé après moi, comme on était plus proche en âge, il a compris tout de suite en fait. Je pense qu'il a un peu entendu des discussions et puis il a constaté par lui-même. Que je m'habillais de manière plus masculine, que je parlais de moi au masculin, et donc il a juste commencé à parler de moi en disant que j'étais son frère, et ça s'est fait naturellement en fait. C'est un peu le coming out rêvé, c'est-à-dire pas de coming out, où juste les choses se sont réagencées naturellement et on a continué comme ça, quoi. Ok, et du coup, t'as toujours su que t'étais une personne trans, sans forcément avoir les mots, ou est-ce que c'est venu avec le temps, ou tu vois, le cheminement un peu? Alors moi, je fais pas partie de celles qui disent avoir toujours senti qu'ils étaient trans, puisque jusqu'au début de ma puberté, au début collège, je m'en foutais, quoi. Je veux dire, j'avais des robes dans ma garde-robe, je mettais des robes, j'aimais pas spécialement ça parce que c'était pas pratique pour courir, mais personne n'aime ça. C'est pas pratique. Oui, voilà. Mais voilà, par contre, il y avait quand même certains trucs qui m'ont jamais questionné, mais que je me disais souvent. C'est-à-dire qu'avant ma puberté, j'étais convaincue, au fond de moi, que j'allais avoir une puberté masculine. Ce qui n'avait aucun sens. Mais je me disais, voilà, mon zizi va pousser, ma barbe va pousser. Ça n'avait aucun sens pour moi, l'idée qu'un jour j'aurais des seins ou je sais pas quoi. C'était inconcevable. Donc j'ai été très surpris quand c'est arrivé. Et c'est là que, je dirais pas que j'ai eu une prise de conscience, mais j'ai ressenti un profond mal-être. Je pense que c'est le début un peu de la dysphorie dont on va parler plus tard, il me semble. Mais ouais, je pense que c'est quand après, plus tard, à la fin du collège, j'ai commencé à questionner un peu mon orientation sexuelle. Je me suis renseigné sur Internet, comme beaucoup de gens. Merci Internet. Et j'ai découvert qu'il existait de nombreux termes pour définir l'identité de genre, que l'identité de genre, elle pouvait varier selon les individus, que chacun le ressentait à sa manière et qu'il y avait des termes pour l'expliquer. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était ça, quoi. Oui, donc la découverte des termes, elle t'a permis de te découvrir un peu toi-même, de te mettre des mots. C'est ça exactement. Ça a mis des mots sur des choses que je ressentais, que je pensais juste que j'étais bizarre, quoi. Je pensais juste, je suis nulle pour être une fille. Peut-être que c'est ça mon problème. Et en fait, la vérité, c'est que j'étais un garçon. Ok. Du coup, à l'inverse des personnes trans, toujours pour reprendre dans le truc définition, à l'inverse des personnes trans, on parle de personnes cisgenres ou personnes cis pour parler des personnes dont le genre assigné à la naissance sur la base des organes génitaux externes correspond à leur identité de genre. Moi, par exemple, à cause de mes caractères sexuels visibles, on m'a assigné femme à la naissance. Ça me va comme ça, ce qui fait de moi une personne cis. Ensuite, comme dans de nombreuses luttes,
les mouvements trans, ils ont un drapeau qui a été conçu à la fin des années 1990 et qui est composé de bandes bleues et roses, couleurs qui font clairement référence à la binarité du genre, mais également d'une bande blanche faisant référence aux personnes intersexuées, en transition ou non binaires. Les personnes trans, elles ne doivent pas être confondues avec les personnes non binaires, parce que la non-binarité, c'est un terme parapluie qui regroupe une multitude d'identités de genre. En gros, les personnes non-binaires, ce sont des personnes qui se reconnaissent soit dans plus d'un genre, soit dans aucun genre, soit qui se reconnaissent pas exclusivement dans l'un des deux genres, etc. Pareil, les personnes trans, elles ne doivent pas être confondues avec les personnes intersexes. Les personnes intersexes, ce sont des personnes qui naissent avec des caractères sexuels qui ne correspondent pas aux définitions binaires des corps dits masculins ou féminins. C'est d'ailleurs parce qu'elles ébranlent notre système de pensée binaire et hétéronormatif que les personnes intersexes sont invisibilisées, violentées et mutilées par l'État français et le corps médical. C'est un sujet qui, évidemment, mériterait un épisode tout entier, mais ça me semblait quand même important de le préciser ici. Bref, pour compliquer un peu tout ça, désolé, une personne trans, elle peut aussi être non-binaire. Et une personne trans, elle peut aussi être intersexe. Si tous ces concepts vous paraissent un peu flous, je pense que c'est normal. Et c'est ok parce que ce sont des mots qu'on n'a pas spécialement l'habitude d'entendre, encore moins d'expliquer et qui bousculent notre conception des genres et des sexes. Un autre concept important, c'est celui de passing ou de cispassing. Le passing ou cispassing, c'est donc le fait d'être considéré comme étant une personne cisgenre dans son genre réel. Ça veut dire que l'on correspond au stéréotype de genre correspondant à son identité de genre. En d'autres termes, le passing, il est souvent important pour la sécurité et la survie des personnes trans, car il permet d'être reconnus comme légitimes dans leur genre. Toutefois, acquérir du cispassing passe par le fait de se conformer aux stéréotypes de genre, et ça peut donc être très mal vécu par certaines personnes trans. D'ailleurs, Aîné, je me demandais, est-ce que toi, ce cispassing, c'est quelque chose que tu recherches, que tu trouves souhaitable, et pourquoi ? Alors le cispassing, je dirais pas que je trouve ça souhaitable. Parce qu'à mon avis, c'est quand même se conformer à voilà, c'est de la performance des stéréotypes de genre et en fait, c'est quelque chose auquel on se conforme par confort et par sécurité. C'est-à-dire que si tu es visiblement queer dans l'espace public, en fonction de où tu es, voilà, ça craint. Et parfois aussi, c'est simplement parce qu'on n'a pas envie de se faire mégenrer, quoi. C'est-à-dire que on s'habille, on essaie de correspondre, voilà, de mettre des jupes, ou de mettre des vêtements. Souvent, ça passe par les vêtements et puis par les coupes de cheveux, tout ce genre de choses. Et tout ça pour essayer de ressembler au maximum à ce que les personnes cis, en général, attendent d'un homme ou d'une femme. Ou même d'une personne non-binaire, parce que parfois il y a des attentes d'androgynie du côté des personnes non-binaires. Et donc voilà, souvent c'est quelque chose qu'on fait par confort. Après, moi je pense que pour l'instant, je me cantonne pas mal à avoir un cispassing, maladroitement je l'entends. Mais je pense que quand j'aurai plus un passing, quand je serai hormonée depuis plus longtemps, parce que là ça fait que 2 mois, donc concrètement... à part transpirer comme un collégien qui joue au foot, je n'ai aucun effet. Mais je pense que ouais, quand j'aurai plus un passing et que naturellement les gens me genreront correctement quand ils me rencontrent, sans même que j'ai besoin de l'annoncer, je pense que là je me lâcherai plus par rapport à comment je m'habille, tout ça. Ouais. Ok. 2 autres termes qui reviennent assez souvent dans le débat public lorsqu'on parle de transidentité, c'est celui de drague et de travesti. Donc travesti, ça vient du verbe travestir et ça signifie se déguiser en prenant l'habit d'un autre genre, d'un autre âge ou d'une autre condition. C'est tout. Par contre, c'est un terme qui a longtemps été utilisé et qui est d'ailleurs encore utilisé comme une insulte transphobe. Le drag, quant à lui, faire du drag, c'est un art, une performance artistique qui vise à mettre en scène les codes exagérés d'un genre. On parle de drag queen lorsque les artistes incarnent des personnages féminins, et de drag king lorsqu'elle incarne des personnages masculins. Pour illustrer un peu tout ce qu'on vient d'expliquer, on va prendre Aîné comme exemple. Aîné, on peut dire que tu es une personne trans parce que ton identité de genre, elle ne correspond pas au genre qui t'a assigné à la naissance. C'est ça. Et 2, on peut dire que ton identité de genre, elle est masculine.
Parce que oui, je ne l'ai pas dit, et je pense que ça sera le dernier concept de cet épisode, mais être trans, c'est pas une identité de genre. Tu te sens pas trans, tu te sens femme, tu te sens homme, tu te sens un peu des deux, tu te sens aucun des deux, etc. Mais tu te sens pas trans, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc l'identité de genre, c'est la catégorie de genre à laquelle une personne estime appartenir. Et l'identité de genre, elle relève exclusivement de l'autodétermination. C'est-à-dire le genre réel d'une personne, c'est celui qu'elle ressent et qu'elle revendique. Point barre. Toutefois, les personnes trans dans notre société, elles ont habituellement énormément de mal à être reconnues dans leur genre. Et c'est pour ça que leur expression de genre, elle devient davantage un outil stratégique pour avoir du cispassing et ainsi éviter de subir de la transphobie. Pour résumer, pour être une personne trans, il suffit donc uniquement de ne pas s'identifier totalement ou partiellement au genre qui nous a été assigné à la naissance. Et l'identité de genre, elle ne dépend pas du comportement, de l'apparence, du corps ou des goûts de la personne. En gros, ça signifie qu'en théorie, pour connaître l'identité de genre de quelqu'un, il faut lui demander, et que pour être une personne trans, il suffit de se revendiquer trans. Dans le meilleur des mondes, l'épisode il s'arrêterait là. Toutefois, que ce soit au niveau international ou national, l'offensive globale réactionnaire et surtout transphobe, elle a des conséquences énormes sur la vie des personnes trans en France. Pourtant, les personnes trans, elles ont toujours existé. Si on a l'impression que la transidentité c'est un phénomène récent, c'est surtout parce que la parole ainsi que les représentations culturelles et médiatiques des personnes trans se font de plus en plus nombreuses. En fait, avant, on n'évoquait pas le sujet de la transidentité, ou du moins pas avec ces mots-là. En effet, de nombreuses preuves indiquent l'existence d'une conception moins binaire et moins hétéronormative du genre à travers l'histoire de l'humanité. Par exemple, en Sumer, Akkad, Grèce et Rome antique, des prêtres assignés hommes à la naissance pouvaient franchir les frontières du genre dans leur culte. D'autres cultures reconnaissent également l'existence d'un troisième genre, par exemple les bispirituels des communautés autochtones d'Amérique, et la liste est loin d'être exhaustive. En fait, c'est la colonisation européenne qui, au XVe siècle, érige l'hétéronormativité et la binarité occidentale en normes internationales. Ensuite, désolé, je fais un énorme saut dans le temps parce que peut-être qu'un jour je ferai un épisode sur les liens entre les colonisations européennes et l'instauration de la binarité et de l'hétéronormativité comme modèle global, mais c'est pas le sujet de l'épisode. Donc, début du XXe, en Allemagne, c'est à ce moment-là que s'élabore la première structure accompagnant médicalement les personnes trans. Fondé en 1919 par Magnus Hirschfeld, l'Institut de recherche sexuelle de Berlin, il est à la fois un centre de recherche, un lieu de soutien psychologique et une clinique. Magnus Hirschfeld, c'est l'une des premières personnalités publiques européennes à lutter pour l'égalité et la dignité des personnes trans, qu'il appelle d'ailleurs à l'époque transvestites. Dans son établissement, Magnus Hirschfeld, il dispense notamment des injections d'hormones et il fait aussi les premières opérations de réassignation sexuelle. Toutefois, l'arrivée du régime nazi dans les années 30 marque la fin de ces avancées. L'Institut est pillé, brûlé et Magnus Hirschfeld est contraint à l'exil. Plus généralement en Europe, les premiers pôles d'accompagnement des personnes trans, ils apparaissent sous l'impulsion de quelques médecins pionniers et ne desservent qu'une patientèle plutôt limitée. D'un autre côté, c'est aux États-Unis, dans les années 1940, que la prise en charge médicale des personnes trans devient aussi un sujet de société. Avec l'apparition d'associations et de réseaux d'entraide, les parcours médico-chirurgicaux des personnes trans prennent une tournure plus communautaire et plus militante. Bon, du coup, l'Europe, elle n'a pas bénéficié de telles institutions, et c'est comme ça qu'en France, la structuration des parcours s'est organisée sans et contre les personnes trans. Par conséquent, l'émergence d'un parcours officiel de transition s'est faite sous la seule égide de médecins autoproclamés spécialistes et sans concertation avec les associations ou les personnes concernées. Exemple concret, la Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme, créée en 1979, obtient à la fin des années 80 le monopole du remboursement des parcours trans par l'assurance maladie. Menée par des praticiens hostiles aux revendications des personnes trans, cette société, elle édicte des normes restrictives de transition, genre ne pas être marié, avoir plus de 23 ans, ne pas avoir le VIH, accepter toutes les opérations chirurgicales, etc. etc. En d'autres termes, la domination de cette société sur le champ médical trans en France, il peut être considéré comme une victoire du camp réactionnaire. Et en fait, c'est seulement dans les années 2010 qu'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales dénonce, entre autres, les pratiques de ces sociétés, qui existent encore aujourd'hui, qui s'est renommée, mais qui poursuit toujours son militantisme anti-trans sous couvert d'expertise médicale. Pour finir cette partie historique, je pense que c'est important de revenir rapidement sur le terme transgenre lui-même.
C'est un terme qui est apparu dans les années 1960, à la fois dans le milieu médical et militant, et qui se généralise dans les années 1990. Il remplace les mots transsexuel et transsexualisme, deux termes psychiatrisants qui sous-entendraient que la transidentité serait une maladie mentale et qui sont donc à bannir. C'est donc la fin de cette deuxième grande partie, et peut-être que les connaisseuses l'ont remarqué, mais j'ai volontairement fait l'impasse sur la place des femmes trans, notamment racisées, dans le mouvement transgenre, parce que j'estime qu'il sera plus pertinent d'en parler lors d'un épisode entièrement consacré à la transidentité féminine. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas vraiment aborder les rhétoriques anti-trans des soi-disant féministes, parce que ça sera le sujet d'un prochain épisode. Bref. Et donc maintenant, en 2025, on en est où ? Déjà, la transidentité, elle est plus considérée comme une maladie depuis 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé, et depuis 2010 au niveau national. Toutefois, un grand nombre de personnes continuent de penser qu'il s'agit d'une pathologie, réassignant constamment les personnes trans à la maladie et exigeant des attestations de psychiatres pour que ces personnes puissent accéder aux soins. J'ajoute que, bien que la transidentité ne soit pas une maladie, c'est pas pour autant un choix. Le seul choix pour une personne trans concerne le fait de cacher ou d'assumer sa transidentité. Dans le monde, on estime que plus de 300 personnes sont tuées tous les ans en raison de leur transidentité. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas défini, mais la transphobie, ce sont tous les actes volontaires ou involontaires de violence envers une personne pour des motifs qui relèveraient de sa transidentité. En France, on estime que dans leur vie, 85% des personnes trans ont été ou seront agressées en raison de leur transidentité. En 2023, les chiffres des violences physiques envers les personnes queer sont en hausse et les actes de haine envers les personnes trans ont eux augmenté de 27% par rapport à 2022. La transition de genre, elle est donc pas sans conséquences sociales. Perte d'emploi, difficulté d'accès à un logement, perte de contact avec des membres de la famille, etc. En d'autres termes, c'est pas la transition en soi qui est violente, mais plutôt les conséquences du coming out. Je sais pas si cette violence, ces discriminations liées au coming out, c'est quelque chose que tu as vécu, peut-être que tu vis encore, ou si tu as eu la chance d'être plutôt bien entouré et de rencontrer majoritairement des personnes, disons, bienveillantes. Alors j'ai quand même beaucoup de chance d'être entouré de personnes qui sont quand même très bienveillantes et d'avoir un cercle amical qui est en plus plutôt très informé sur le sujet. Donc j'ai rarement de problèmes avec même des maladresses de vocabulaire, ce genre de choses de ce côté-là. Je pense que la plus de transphobie que j'ai vécue, c'était plutôt du côté de mes parents, passer mon coming out en fait. Mais c'était beaucoup par rapport à un manque d'éducation. Et même au niveau médical, t'as pas reçu trop de transphobie et tout, genre ton médecin traitant. Je pensais des trucs cons, hein. Parce que je sais pas si les professionnels de santé sont vachement informés sur le sujet, tu vois. J'ai jamais eu de problème avec le corps médical. Déjà parce que je fais très attention à chez qui je vais en fait. Ne serait-ce que mon médecin généraliste, il est super safe, il m'a fait la LD, l'affection longue durée, pour le traitement hormonal et son remboursement. Voilà. On en parlera après. On en parlera. Du remboursement qui... Exactement. Et après, c'était... maintenant, je suis suivi pour ma transition par une médecin en libéral, qui est à la fois généraliste, gynécologue et formée pour le suivi des personnes en transition de genre. Et elle est super, au top. Mais en fait, je suis parti la voir parce qu'à l'origine, j'étais dans le public, à l'hôpital de la ville. Et là, par contre, c'était pas tant de la violence par rapport à la transidentité, mais plus une espèce de volonté de contrôler les corps et la direction que prenait la transition de chaque personne. Donc c'est pour ça que je suis parti, parce que je sentais qu'on me laissait pas les libertés que je voulais par rapport au choix que je voulais faire par rapport à mon propre corps. Ouais. Et l'école et tout ça, ça c'est bien... Parce qu'au lycée, t'as pas fait... Je me souviens plus. En fait, je me souviens plus de comment est-ce qu'on genrait au lycée, à l'école. Au lycée, j'étais out en terminale, en tant que mec trans. Mais j'en ai parlé au prof, j'en ai parlé à la prof principale. Big up. Je vais peut-être pas dire son nom, mais on l'aime beaucoup. Moi, je l'aimais beaucoup. Et donc,
Elle, je lui en avais parlé, mais à la fin de l'année, parce que j'avais eu des soucis de santé et quand je suis revenu, je me suis dit fuck it, en fait, je vais en parler à tout le monde. J'ai la flemme d'intérioriser des trucs parce que ça me fait du mal en fait. Donc j'ai envie d'en parler. Et donc j'en ai parlé à ma prof principale, qui en a parlé aux profs de spé, des spécialités. Mais après le reste des profs n'ont pas été au courant. Donc effectivement, je me faisais constamment mégenrer, il n'y avait pas de souci. Mais après, je savais que c'était le deal, ça faisait pas plaisir. Et là, avec la fac, ça va mieux? Avec la fac, c'est super. Je sais pas si c'est. Je pense pas que ce soit dans toutes les facs. Je pense que c'est un peu qu'on a une fac un peu de wokiste. Non, je rigole. Mais j'ai pu changer mon prénom au niveau de la fac, au niveau de l'administration. Et j'ai pu changer mon genre aussi. Enfin, ma mention de genre. Du coup, tout le monde me reconnaît en tant qu'aîné et en tant qu'homme. Donc c'est vraiment top. Bon, même si après j'ai eu un peu parfois des différends avec certains camarades, on en parlait tout à l'heure. On ne citera pas son nom, mais... Non, on ne citera pas son nom quand même. Mais du coup, autre chose, une autre violence, je ne sais pas si tu te sentiras d'en parler, mais les mineurs trans présentent un risque accru de troubles anxieux, de troubles de l'humeur et de dépression. À cela s'ajoute une prévalence élevée de comportements d'automutilation, plus d'une personne trans sur 2, ainsi que des tentatives de suicide. En gros, ces tentatives de suicide, elles sont souvent motivées par le rejet de l'identité de genre, une dysphorie de genre très forte, des expériences directes et indirectes de discrimination, ainsi qu'un rejet de la société. La dysphorie de genre, c'est peut-être le moment de définir ce terme, c'est le sentiment de mal-être qui survient lorsqu'une personne est ramenée d'une façon ou d'une autre à son genre d'assignation. C'est donc une souffrance générée par une injonction constante à la norme sociale du genre que toutes les personnes trans ne ressentent pas forcément. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, si tu veux raconter quelque chose qui t'a marqué, si c'est pas nécessaire peut-être. Pas forcément envie de m'étaler là-dessus, mais je pense que si je pouvais donner un conseil par rapport à des gens qui connaissent des personnes mineures qui sont trans dans leur entourage, si un jour des gens deviennent parents de jeunes personnes trans, ce serait de les écouter et de les prendre au sérieux. C'est-à-dire, même si parfois on peut se dire, ouais, il y a les jeunes, c'est un moment, on se découvre, c'est la puberté, on se cherche, tout ça. Même si c'est juste passager, si une personne demande à ce qu'on change les pronoms, on change la manière dont on s'adresse à elle et lui, eh ben, il faut juste le faire en fait. En vrai, c'est pas grand-chose pour les personnes autour. Mais c'est ça, c'est un petit effort d'adaptation sur, 2 semaines. Après, ça vient facilement, normalement. Mais même si la personne revient sur sa décision plus tard, c'est pas grave, on change à nouveau, c'est pas énorme. Il faut juste prendre au sérieux et pas vouloir mettre son propre jugement sur l'identité de quelqu'un. Ok, et du coup, là on parlait de dysphorie de genre. En faisant mes recherches, j'ai appris un nouveau mot. Parce que, comme on l'a dit, le concept de dysphorie de genre, il met énormément l'accent sur le fait que toutes les personnes trans seraient censées souffrir. Pourtant, certaines parlent aussi d'euphorie de genre, c'est-à-dire le sentiment de bien-être qui apparaît lorsque l'on se sent à l'aise dans son genre et qu'on est enfin reconnu pour ce qu'on est. Du coup, pour glisser sur une note un peu plus positive, peut-être qu'Aîné, tu pourrais nous partager un moment où tu as ressenti de l'euphorie de genre. Je trouve ça bien que tu parles de ça, de l'euphorie de genre, parce qu'on a tendance à avoir effectivement une vision très négative de ce que c'est le vécu d'une personne trans. On a l'impression que c'est que de la souffrance et du mal-être. Et effectivement, il y en a pas mal. Mais il y a quand même des beaux moments, ne serait-ce que de communauté, puis même de se découvrir, de tester des choses par rapport à son expression de genre, tout ça, qui peuvent faire beaucoup de bien. Moi, je me souviens que le premier moment d'euphorie de genre que j'ai ressenti, c'était même avant que je réalise que j'étais un mec trans. C'était la première fois qu'on m'a genré au masculin. Ah, les gens sans faire exprès comme ça? Ouais. C'est-à-dire, j'avais déjà les cheveux courts parce que c'était juste avant la rentrée au lycée. Je m'étais dit nouveau départ, je me coupe les cheveux pour être plus androgyne. C'était quand même conscientisé que c'était une des raisons. Et du coup, c'était, voilà, on était à la plage avec mon père, on voulait louer des pédalos et on a dit messieurs. C'est ça, c'est le moniteur du coup qui me file un gilet qui dit pour le grand garçon et j'étais tellement content. Ok, mais c'est trop bien. Et peut-être que tu vas me dire que je débloque, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que les personnes trans, que les personnes queer en général, elles ont moins peur de faire leur coming out. J'ai l'impression qu'elles se cachent moins. Pourtant, je crois que c'est paradoxal parce qu'on ne peut pas dire que les personnes trans soient pleinement acceptées dans nos sociétés. Peut-être que c'est juste qu'on les voit davantage dans l'espace médiatique et culturel.
Néanmoins, la visibilité grand public qu'on a de la transidentité, elle est assez limitée et réductrice. C'est Lexi Agresti qui disait dans une interview que ce qui intéresse les personnes cis, ce sont les dossiers chocs sur la transidentité ou les assassinats, les suicides des personnes trans. Donc la société, au travers des médias, elle porte un regard qui est négatif, violent, sexualisant, fétichisant et même infantilisant sur les personnes trans. Pour le dire autrement, davantage de visibilité, c'est pas forcément synonyme de bonne visibilité. Et j'en parlais avec ma mère en préparant l'épisode, parce que l'une de ses références culturelles sur la transidentité, c'est le documentaire Petite fille, produit par Sébastien Lifshitz en 2020 et dispose sur Arte. En gros, ce qu'elle me disait, c'est que c'est un documentaire qui l'a marqué parce que finalement, on entend très peu l'enfant parler de qui elle est, de ses ressentis. Et en fait, ce sont toujours les adultes, parents ou professionnels de santé qui parlent à sa place. Par conséquent, on peut dire que les médias, en plus de visibiliser ou non le vécu des personnes trans, 1, ils donnent quasiment jamais la parole aux personnes concernées, et 2, ils remettent constamment en question la transidentité au lieu de parler de joie, de lutte ou même tout simplement de droit. Moi, je pense que les personnes trans, particulièrement parmi toutes les personnes queer, sont de plus en plus médiatisées en ce moment, depuis quelques années. Et je pense qu'il faudrait qu'on se concentre, en fait, parce qu'il y a beaucoup de diabolisation dans les médias, beaucoup de volonté de nuire aux personnes trans en les décrédibilisant, en les faisant passer comme pour des dangers, comme un danger pour la féminité, pour les hommes trans, pour les enfants, bien sûr, comme on est un danger pour les enfants. Mais je pense que en mettant en lumière ce genre de problématiques et en les rendant aussi graves par rapport à ce qu'elles sont, je pense que les médias veulent vraiment nous éloigner de choses qui posent vraiment problème à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a la guerre, il y a quand même une montée du fascisme, il y a quand même des failles dans la démocratie qui sont de plus en plus sentir, et je pense qu'on est instrumentalisé, que notre image est instrumentalisée pour détourner l'intention du public de vrais problèmes comme ça. En plus, c'est pas vous qui avez la main sur la production de ces images culturelles et médiatiques. Bien sûr que non. Moi, on m'a jamais demandé mon avis. Mais en vrai, t'as fait une super transition parce que du coup, je voulais dire après que les mouvements réactionnaires ou conservateurs, ils n'ont pas le monopole de la transphobie. Parce que dans nos sociétés occidentales, la norme binaire, c'est un réflexe de pensée pour la grande majorité des gens, même moi, même toi peut-être. Et c'est ce modèle binaire largement partagé qui fait osciller les soi-disant progressistes entre une apathie et une résistance molle face au recul des droits des personnes trans. Ces discours anti-trans, en fait, ils ont pour but de diviser les opprimés entre elles, alors que la lutte trans, elle s'inscrit carrément dans la lutte pour le droit à disposer librement de son corps. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, Aîné, tu as déjà été confronté à de la transphobie dans des mouvements dits progressistes, comme par exemple les mouvements queer. Mais si oui, peut-être que tu veux nous en parler. Et puis, je sais pas, peut-être tu as des idées de solutions pour pallier à cette transphobie des militants, à cette division en fait entre différents militantismes, différentes causes. Moi, mon idée, ça serait d'arrêter l'hypocrisie pour commencer. Par exemple, je sais pas, un exemple concret, on va dire. Quelque chose de pas très grave pour commencer. Quand j'arrive dans un milieu féministe, du genre un groupe de parole, ce genre de choses, on me demande mes pronoms à moi. Que à toi. C'est comme ça. Et je me dis peut-être que on pourrait essayer de faire semblant, arrêter de faire semblant d'inclure les personnes trans et peut-être essayer de nous inclure en tant qu'individus pensants. En plus, ça a été une revendication qui, je trouve, elle est assez facile, juste demander les pronoms à tout le monde et mettre les pronoms de tout le monde et c'est tout, quoi. C'est ça. Enfin, c'est pas quelque chose de super compliqué en soi. Mais voilà. Mais honnêtement, ça va. Après, je fréquente pas énormément les milieux militants. On en parlait un peu de notre rapport au milieu militant. Ouais, on en parlait tout à l'heure. On a des avis assez mitigés. Ouais. Bref, du coup, l'idéologie trans en soi, j'ai fait mes petites recherches, elle n'a rien de nouveau. En fait, elle réemploie assez simplement les arguments utilisés pour s'opposer aux personnes homosexuelles à l'époque de la loi pour le mariage pour tous. Par contre, les mouvements réac, organisés autour de la défense d'une soi-disant vérité biologique, ils ont, eux, connu un développement plus récent. La première irruption massive de ce type de discours en France remonte à 2013, à la fameuse Manif pour tous.
En effet, le mouvement il porte une dimension genrée très forte et il propage l'idée d'une contamination de la France par la seule et l'unique, la théorie du genre. Moi, j'aimerais bien cette contamination. Allez, Le les lobby twinks LGBT et tout, là. envahissons la ville. Ouais, il y a peut-être on a raté quelque chose. Hein. Ouais, je crois. Hein. On avait une porte de sortie et on l'a loupé. Le lobby LGBT. Bref, une fois que la loi qui autorise le mariage pour tous est adoptée, la manif pour tous, elle s'arrête pas et elle tente de raviver son mouvement en s'attaquant aux ABCD de l'égalité, c'est-à-dire un programme de lutte contre le sexisme à l'école. Encore une fois, le mouvement, il agite les arguments de la théorie du genre tout en défendant des rôles de genre profondément stéréotypés. Et que ça soit la manif pour tous ou des collectifs plus niches comme Hipponomie, ces mouvements, ils brandissent les droits des enfants comme un étendard qui justifierait leur rhétorique transphobe. Et c'est un discours qu'on retrouve pas seulement en France, parce que internationalement, les mouvements transphobes, ils utilisent les droits des enfants pour justifier leur transphobie et leur violence. Pourtant, ces mêmes mouvements, en maintenant les enfants dans des normes binaires et hétéronormatives qui leur correspondent pas forcément, ils agissent clairement contre le bien-être de ces enfants. De plus, ces mouvements, on les entend jamais dénoncer les violences faites. Faites aux enfants, genre l'inceste, les agressions sexuelles, le harcèlement, les violences intrafamiliales, etc. Bref. De manière plus concrète, en France, depuis 2016, le changement de sexe et de prénom à l'état civil, il a normalement été facilité. En 2016 toujours, une loi a enfin mis fin à l'obligation de la stérilisation dans le cadre du changement de sexe à l'état civil, ce qui permet donc à certains hommes d'accoucher et à certaines femmes de procréer avec d'autres femmes. Depuis l'adoption de cette loi, le code pénal, il interdit également les discriminations sur la base de l'identité de genre. Bien que, en vrai, la non-binarité, elle demeure à ce jour sans reconnaissance juridique. Petite parenthèse, est-ce que toi, Aimé, tu te projettes en tant que papa ? Est-ce que tu aimerais bien faire famille à un moment ? Alors, pas tout de suite. Hein. Pas à 21 ans. J'ai des choses à faire, quoi pas à 21 ans, non, pas pendant mes études. On n'a rien contre les personnes qui font famille à 21 ans. Dans tous les cas, moi, je me verrais pas avoir des enfants biologiquement. Je me vois pas porter un enfant, en fait, c'est pas possible. Non. non. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, c'est pas une période que j'ai envie de traverser. 9 mois. Non. Mais après, l'adoption, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas quelque chose, c'est pas dans mes plans. Oui, là, tu te projettes pas là tout de suite. C'est pas un non catégorique, c'est pas un oui. Non. Juste, on verra quoi. Du tout. C'est un peut-être, mais un peut-être non, surtout. Et question un peu en rapport, mais pas trop. Est-ce que si demain, t'es en rendez-vous amoureux, en date, tu dis à la personne que t'es une personne trans, et genre plus généralement, est-ce que les personnes autour de toi savent que t'es une personne trans, ou est-ce que par sécurité, on sait jamais, c'est une information que tu gardes plutôt pour toi ? Moi, je dis pas que je suis trans parce que c'est évident. Donc, en général, les gens s'en rendent compte. En général, ils se rendent compte. Ils pensent que je suis une meuf d'abord. Mais c'est voilà. Oui, la plupart du temps, les gens pensent que je suis une femme. Hein. Ils se posent aucune question quand même. Quoi. Ah oui, genre en mode un peu masque et tout. Ouais, c'est ça. Je dois passer pour une butch, tu sais. Genre non. Mais shoot out au butch. Je vous aime beaucoup. Vous êtes super et vous êtes très importante dans la lutte. Mais donc moi, je le dis pas. Parce que les gens le comprennent naturellement. Après, je pense que si j'avais un passing suffisant, peut-être dans quelques années, j'ai pas envie de devoir prévenir. Genre, je me dis, nous, on prévient pas qu'on est des personnes cis, quoi. Bah, c'est ça. J'aimerais que ça soit normal comme ça, en fait. Genre, juste. Bon, effectivement, si on s'apprête à avoir une relation sexuelle, là, je vais te prévenir. Parce que j'ai pas envie d'avoir un moment de surprise. Ça serait gênant pour tout le monde. Mais. Si c'est juste quand je rencontre quelqu'un, j'aimerais ne pas avoir à le préciser, quoi. Je pense que de toute façon, t'as pas à le préciser dès que tu rencontres. Enfin, je vois pas ça servira à quoi, tu vois. Non, mais des fois, tu sais, les gens, ils ont l'impression qu'ils se sentent trahis, en fait. Oui, mais on en parlait aussi un peu. Tu m'as menti. Genre n'importe quoi, je t'ai pas menti, je t'ai juste pas dit ce que j'avais dans le froc. Fin de la parenthèse. Revenons à notre chronologie des droits des personnes trans en France. Fin 2021, Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale, diffuse une circulaire appelée « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire ». Ce texte administratif, il autorise les jeunes trans et non-binaires à voir leurs prénoms et pronoms d'usage respectés à l'école et il facilite les aménagements collectifs des vestiaires et des toilettes.
Toutefois, pour que ça soit respecté, il faut l'accord des 2 parents, ce qui va donc à l'encontre de l'autodétermination dont on a parlé tout à l'heure. En 2024 maintenant, le groupe Les Républicains y dépose un texte au Sénat sur la, entre guillemets, prise en charge des mineurs en questionnement de genre, ensuite adopté en première lecture. Ce texte, il inquiète le défenseur des droits. Parce que, en fait, l'idée de ce texte, c'est d'interdire la transition médicale aux mineurs s'opposant à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la santé des mineurs trans. 2, d'interdire les bloqueurs de puberté, les traitements hormonaux et certaines opérations chirurgicales aux mineurs trans, ce qui est clairement une discrimination sur l'identité de genre. Pourtant, permettre aux mineurs transgenres d'effectuer des transitions médicales, ça permettrait d'éviter des processus psychologiques dévastateurs ainsi que le recours à des opérations chirurgicales. En effet, de nombreuses études montrent que la transition hormonale, elle améliore la santé psychique, la qualité de vie et l'insertion sociale des jeunes trans. J'ajouterais que interdire ne protège pas et que, sans accompagnement médical légal, certaines mineures pourraient s'engager dans une transition clandestine pouvant entraîner des dégâts importants sur la santé. Mais du coup, en France, théoriquement, qu'est-ce qu'il est possible de faire lorsque l'on est une personne trans et en tant que mineur ? En théorie, l'engagement d'une personne trans dans un parcours de transition, il devrait seulement dépendre de l'autodétermination de cette personne. Je parle au conditionnel parce que il est extrêmement difficile de trouver des médecins acceptant de prescrire un traitement hormonal ou de pratiquer des opérations sans évaluation psychiatrique. Donc déjà en France, c'est un peu compliqué. Ensuite, je vais peut-être briser l'imaginaire de certaines, mais non, les transitions de genre ne sont pas intégralement remboursées par la Sécu. C'est pas à cause des personnes trans et de leurs soins que vos lunettes, semelles ou séances de kiné ne sont pas remboursées. En 2020, selon l'assurance maladie, seulement 8 952 personnes ont vu leur prise en charge pour transidentité remboursée à 100% au titre d'une affectation de longue durée. Sur ces presque 9 000 personnes, 70% ont entre 18 et 35 ans. Le problème, en plus du fait que 8 952 personnes sur entre 20 000 et 60 000, c'est vraiment pas grand-chose, c'est que les conditions d'accès à l'affectation de longue durée, elles sont considérées comme obsolètes et assez aléatoires. Par exemple, le remboursement des soins, il est souvent conditionné à un certificat psychiatrique. Autre exemple, les soins couverts, ils varient d'une CPAM à l'autre, et l'accès aux traitements hormonaux, qui constitue une dimension majeure des parcours de transition, il est particulièrement complexe. C'est un peu technique, mais en fait, les prescriptions, elles se font hors autorisation de mise sur le marché. Dans les faits, ça veut dire que les traitements, ils sont souvent pris en charge par les CPAM, mais que l'absence d'autorisation de mise sur le marché, elle dissuade les praticiennes de s'impliquer dans des traitements hormonaux de transition. De plus, les produits les plus utilisés sont, pour certains, mal adaptés, dans leur format, aux besoins des personnes trans. Ces difficultés d'accès, elles se traduisent par des pratiques d'automédication dangereuses hors du cadre légal. Enfin, l'accès à la chirurgie d'affirmation, elle se développe sur le territoire national, mais elle reste difficile avec des délais qui se comptent en années du fait d'une offre de soins trop limitée et mal répartie géographiquement. Et avant de parler des mineurs trans, je ne sais pas, peut-être que tu as quelque chose à ajouter sur ce parcours médical, sur le parcours médical en général, ton parcours médical. Le mien ? Ouais, pourquoi pas. On a l'impression des fois que, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont l'impression que ça se fait un peu du jour au lendemain, une transition, c'est-à-dire, je sais pas, genre tu te réveilles un matin et tu vas chez le médecin et il te prescrit des hormones, piqûre, hop, un mois plus tard, t'as de la barbe. C'est sous format piqûre par exemple ? Moi c'est sous injection, ouais. Donc c'est toi qui te les fais ou c'est le médecin ? Pour l'instant c'est des infirmiers qui me les font, ils sont top, franchement, dédicace. Mais j'aimerais bien arriver à les faire moi-même. Je pense que c'est assez intimidant, mais ça me permettrait d'être plus libre de mon tous emploi les combien ? du temps, quoi. C'est toutes les 3 semaines pour l'instant. Mais ouais, à prendre en compte que ça prend très très longtemps de démarrer une transition. Il y a des gens qui ont de la chance, certes, mais par exemple moi, j'ai été sur la liste d'attente du service public pendant 2 ans. Parce que les hormones, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on les veut, ça fait longtemps. Mais... Donc j'ai été sur les attentes pendant 2 ans, et après j'ai eu 1 an et demi de suivi psychiatrique. Oui, psychiatrique, donc en plus on repart sur... Ouais, psychiatrique, vraiment. Par des psychiatres. Donc voilà, donc ça a été très très lourd, et j'en voyais pas le bout en fait. C'est pour ça que je suis partie
J'ai été chez quelqu'un qui ne demandait pas de suivi psychiatrique. Parce que déjà, je trouve ça assez Mais dans le déshumanisant. libéral, du coup. Dans le libéral, ouais. Du coup, ça veut dire qu'il faut quand même une certaine liberté financière et tout. C'est ça. Alors j'ai de la chance, comme j'ai pu passer la LD, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, Hmm. bah, c'est pris en charge à 100%. Donc c'est à cause de toi que mes semelles, elles sont pas remboursées à 100%? Exactement, c'est ma faute et c'était parfaitement calculé. Du coup, on va revenir aux mineurs trans. Vas-y. En tant que mineur, il existe des choses faisables avant et après la puberté. Alors que les demandes de transition et les interrogations de genre des mineurs sont en hausse, leur accompagnement, il apparaît comme un sujet qui est particulièrement délicat dans le débat public. Évidemment, la première chose importante, c'est d'accueillir ces ados sans a priori, tout en prenant en compte les facteurs de survulnérabilité qui concernent, comme on l'a dit, beaucoup d'ados trans. Avant la puberté, il faut savoir que aucune intervention médicale n'est réalisable. Par contre, il est possible de changer de prénom à l'état civil et d'explorer son genre. Il est possible de commencer une transition sociale, c'est-à-dire de tester de nouveaux pronoms, un nouveau prénom, etc. Ce qui est important, c'est de ne pas réprimer cette identité de genre. Ensuite, à partir de la puberté, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour l'ado, ses parents ou les professionnels de santé. Des retardateurs de puberté peuvent être proposés au début de la puberté pour soulager l'ado face à un développement pubertaire qui lui est insupportable et lui permettre de mûrir sa réflexion. Ensuite, plus tard dans l'adolescence, des hormones sexuelles peuvent être proposées pour que le développement pubertaire se fasse dans le sens de l'identité de genre de l'adolescente. Enfin, des chirurgies du torse peuvent être proposées. Tout ça, ça nécessite un suivi médical régulier et un soutien émotionnel important. Et je le répète pour débunker certaines fake news, mais pour l'instant, aucune chirurgie génitale n'est proposée avant la majorité et aucune intervention médicale ne peut être imposée sans le consentement de la personne concernée et de ses responsables légaux. Avant de terminer, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur un non-sujet qui est souvent mis en avant dans le débat public, la détransition. Ces démarches de détransition, en vrai de vrai, elles sont souvent inscrites dans un projet personnel. Par exemple, on peut arrêter les hormones pour un projet parental ou pour évoluer vers une apparence plus androgyne. Donc dans ces cas-là, en fait, il vaut mieux parler de retransition parce que ces démarches, elles s'inscrivent dans la continuité du parcours de la personne. Plus marginalement, oui, certaines personnes effectuent réellement des démarches de détransition dans le sens, elles essaient de retourner en arrière. D'ailleurs, c'est souvent pour des raisons sociales, financières. Et oui, parfois, c'est vraiment parce qu'elles regrettent leur transition. Mais en fait, là, on parle de moins de 1% des personnes et il y a vraiment très 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 peu de données fiables. Plus généralement, les personnes trans, oui, parfois, elles doutent de leur transition. Et honnêtement, je pense que c'est normal. Genre, le doute, c'est un sentiment humain. Qui doute pas en période de vulnérabilité? Qui ne doute pas avant de faire quelque chose d'important? Qui ne doute pas lorsqu'elle n'est pas bien dans son corps? Bref, je pourrais continuer pendant longtemps, mais je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir la possibilité de faire des tests concernant, par exemple, l'utilisation d'un pronom, d'un prénom, d'une façon de s'habiller, voire le commencement d'un traitement hormonal, quitte à l'arrêter ensuite. En fait, il faut prendre en compte l'impact des pressions de la société sur les personnes trans parce que une transition, c'est généralement effrayant et très coûteux, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je suppose que t'as déjà douté de tes choix, de ta transition, ou pas du tout. J'ai jamais douté de mon identité. Ça a toujours été une certitude. Mais effectivement, j'ai douté parfois de peut-être avoir commencé ma transition sociale trop tôt. Pas par rapport au fait que moi j'étais pas prêt, mais peut-être par rapport à certaines personnes dans mon entourage qui n'étaient peut-être pas prêtes, elles, à entendre ça. Tout à l'heure on parlait, je sais plus si on enregistrait déjà, mais où tu disais que commencer ta transition... Enfin, tu nous l'avais... Ah non, c'était la transition médicale dont tu parlais. Que tu avais dit que... On parlait des gens de 16 ans maintenant qui ont accès aux hormones et que tu étais un peu jaloux et qui tout. me foutent le seum. Non, mais ils sont heureux et ils ont le vécu parfait en fait. C'est vraiment... C'est tout ce qu'on espère et c'est ce que j'espère pour... Mais du coup, tu trouves que tu as fait ta transition sociale trop tôt? Mais je pense que peut-être ça aurait été plus facile à vivre, les retours négatifs que j'en ai eus, si j'avais attendu de vivre seul en fait. Mais t'aurais pu ça mentalement? Parce qu'on en a parlé plus tôt. Je pense pas en vérité. Voilà. C'est ça le problème. Après, pour ma transition médicale, on va dire, j'ai parfois remis en question ce que je voulais faire en me demandant si je voulais pas les faire par rapport à une simple attente sociale en fait. Par exemple, la chirurgie génitale,
Moi aujourd'hui, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, en tout cas pas pour le moment, mais je l'ai envisagé des fois plutôt par pression sociale. Quand tu étais plus jeune. Ouais. Et je crois que on en parlera. Ah, tu vois, on en parle juste après. Parce que du coup, pour conclure, je pense que, en plus d'évidemment écouter les personnes concernées, il faut repenser notre relation au genre ainsi que notre vision des genres pour à terme sortir de cette vision binaire et hétéronormative. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut arrêter d'associer constamment genre et sexe. D'ailleurs, Aîné, je me demandais, c'est peut-être une question un peu naïve, donc du coup on reprend un peu ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, mais est-ce que dans une société moins binaire et moins hétéronormative, tu penses que la transidentité, ça serait toujours un sujet? Je veux dire, est-ce que si on était moins défini par notre genre, est-ce que tu penses que la transidentité, elle existerait? Moi j'ai envie de croire que oui, parce que je pense que mon identité, elle n'est pas conditionnelle à la société dans laquelle on vit. Ok. Je pense que le genre, c'est en grande partie une construction sociale, mais pas exclusivement. Il y a aussi une partie de ressenti de la personne et de comment elle s'approprie son corps et son identité et comment elle le ressent, tout simplement. Ok. Donc je pense que la transidentité existerait toujours, oui. Je pense même qu'il y aurait plus de trans. Mais peut-être moins sur les mêmes... peut-être ça serait plus des transitions sociales que... C'est possible, oui. Ça, c'est possible, par contre. Parce qu'on parlait tout à l'heure de performer son genre, enfin, le Ouais. rapport au corps et tout. Ouais, je pense que c'est possible que ça entraîne une diminution de la transition médicale. Parce que je pense Parce que que si les gens simplement, étaient plus libres de Disons, si on changer associe... de pronom, de prénom... C'est ça. Et puis si on associe moins une anatomie à un genre, je pense que ça changerait la donne pour pas mal de gens, oui. Ouais. Pour tout ce qui est déjà dysphorie, violence... Ouais, c'est ça. discrimination. Déjà, la dysphorie, ça serait plus simple, quoi. Ouais. Du coup, pour conclure vraiment, de manière plus concrète, il faut absolument changer de paradigme dans les parcours de soins des personnes trans. Ces modifications, elles doivent reposer sur des principes éthiques et politiques et il faut absolument pousser nos gouvernements à avancer sur les questions de genre en général. Il faut par exemple mettre en place des transitions de genre dépsychiatrisées, libres et gratuites, ainsi que dépathologiser la transidentité. Ensuite, l'offre de chirurgie d'affirmation de genre, elle doit aussi être renforcée dans des conditions qui garantissent la qualité des soins. S'agissant de la prise en charge par l'assurance maladie, l'accès à l'affectation de longue durée doit pouvoir se faire sur la seule base de l'évaluation du médecin traitant et l'accès à la chirurgie d'affirmation de genre ne doit plus relever d'un avis du médecin conseil. De plus, il est nécessaire de mettre en place la PMA pour tous, c'est-à-dire pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui l'ont vu peuvent aussi être enceints. Il faut éduquer au genre et à la sexualité et plus généralement, il faut mettre des moyens dans les services publics. Et dans un contexte de parcours de transition souvent éprouvant, les personnes trans, elles doivent pouvoir accéder, si elles le souhaitent, à un accompagnement par des psychologues. Et c'est pour ça qu'il faut aller plus loin que la prise en charge de 10 séances par l'assurance maladie. Enfin, à toutes les étapes de la transition, le consentement éclairé doit pouvoir s'exercer pleinement grâce à une bonne information accessible délivrée par les professionnels de santé. En d'autres termes, la place de la médecine de premier recours, elle doit être renforcée pour permettre des accompagnements de transition en proximité et inscrits dans une approche globale de la santé de la personne. Cela suppose évidemment que les praticiennes puissent s'appuyer sur des recommandations de bonnes pratiques et des informations facilement accessibles. Il faut donc absolument développer une formation initiale et continue des professionnels de santé concernant la transidentité. Maintenant, quelques dernières indications, questions et conseils. Déjà, vous pouvez vous tourner vers des associations de personnes concernées, comme l'association Transnat, ainsi que vers des supports culturels ou médiatiques créés par des personnes trans. Je vous conseille par exemple de suivre Léon Salin sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous tourner vers le livre de Lexi, Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités, publié en 2021 aux éditions Marabout, ou celui de Tal Medestra, La fin des monstres, publié en 2023 aux éditions La Déferlante, et que, j'avoue, j'ai pas encore lu. Plus généralement, l'expertise des personnes trans et leur association doit être mieux reconnue et surtout mieux soutenue, que ce soit symboliquement ou financièrement. Et Né, peut-être que tu as d'autres recommandations à conseiller? Pas vraiment des bouquins, parce que le seul que j'ai lu, c'est celui de Lexi, que d'ailleurs je vous encourage à aller suivre sur son Instagram, c'est Aggressively Trans, il me semble. Je pense que c'est Ouais, trouvable c'est ça. facilement quand on... De toute façon, je mettrai tout en description. Super. Mais c'est un puits de savoir, cette femme, donc vraiment, allez la suivre, c'est hyper instructif. Après, ce que je peux conseiller, ça serait quelques films que j'ai trouvé très bien. Je suis extrêmement exigeant sur
la représentation trans dans les films et les séries. Donc je vous propose la crème de la crème. Déjà, on a Lola vers la mer. Ah bah oui, lui je l'adore. Il est magnifique ce film et il est extrêmement... Film français en plus, enfin franco-belge. Belge, il me semble, ouais. Ouais. Et, qui a l'excellente qualité de caster une actrice trans pour jouer la femme trans. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on demande. Et qui est très réaliste sur les difficultés intrafamiliales autour de la transition d'un mineur, d'une mineure en l'occurrence. Après, un autre film sur le même sujet, exactement le même sujet, sur un mineur trans, c'est Cowboys. Je l'ai pas vu. Dont j'ai oublié le réalisateur aussi. Là aussi, qui caste un jeune acteur transgenre. Et en fait, qui parle de la transition. Ça commence par rapport au rejet de la... Donc les parents sont séparés. Ça commence par le rejet de la mère face à la transition de son fils, qui est récupéré par son père. Et en fait, ça parle beaucoup de la relation père-fils qu'ils ont tous les deux. Voilà, c'est très très beau, je le conseille. Moi, j'ai pas réussi à trouver le nom du réalisateur ou de la réalisatrice. Mais oui, de toute façon, je vous mets toutes les références dans la description de l'épisode. Et enfin, des conseils assez basiques, c'est-à-dire s'adresser aux gens en respectant leur identité de genre. On ne mégenre pas les gens, c'est-à-dire qu'on utilise les bons pronoms. Pareil, on n'utilise pas le dead name des gens, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le prénom de naissance, mais le prénom choisi par la personne. Et sur ça, peut-être, Aîné, tu pourrais expliquer pourquoi c'est pas ok de demander les dead names des personnes trans. Parce que demander ce qu'il y a entre les jambes de quelqu'un ou de quelqu'une, je pense qu'on peut comprendre assez vite pourquoi ça se fait pas. Parce que moi, par exemple, personne ne me demande ce que j'ai entre les jambes. Par contre, je crois que cette notion de prénom, elle est plus difficile à saisir dans le sens où nous, personnes cis, on s'est jamais trop posé de questions sur notre prénom. Et parfois, par curiosité, comme on dit, certaines personnes cis auraient envie de connaître l'ancien prénom d'une personne trans pour savoir, pour comparer, bref. Et pourquoi est-ce que non, on ne demande pas le dead name d'une personne trans? Bah parce que c'est hyper intrusif en fait, c'est de la curiosité malsaine, de ah t'étais comment avant quand t'étais une fille ou quand t'étais un garçon, c'est un peu bizarre. Puis c'est une information qui est pas hyper utile en vérité, parce que vous allez pas l'utiliser. C'est comme savoir quand je suis né je pesais 3,8 kg. Bon d'accord, c'est très intéressant mais on se connaît pas plus quoi. Donc voilà, moi je vous conseillerais, si une personne trans vous fait confiance, peut-être qu'un jour elle vous le dira, mais réagissez pas, voilà. Réagissez pas en fait. Réagissez pas. À part ça, on rappelle que c'est ok de se tromper, qu'on n'est pas tous habitués et qu'en fait il suffit de s'excuser, de se reprendre et puis voilà. Autre chose, peu importe vos intentions, ça me paraît logique, mais abstenez-vous de faire tout commentaire sur l'apparence d'une personne et respectez sa vie privée. Je vais être un peu plus claire, c'est pas à vous de faire le coming out de quelqu'un. Et dans le même registre, les personnes concernées, elles vous doivent rien. Genre une personne trans, elle n'a pas à vous faire comprendre la transidentité et elle n'a pas à répondre à toutes vos questions pour satisfaire votre curiosité. On en vient donc au dernier point. Il faut que nous, personnes cis, on s'informe et qu'on informe notre entourage, les personnes autour de nous, de la transidentité. Et pour vraiment terminer l'épisode, j'aimerais te poser une dernière question, enfin plutôt 2 grosses questions. Peut-être pas les plus simples. En tant qu'homme trans, est-ce que tu as des modèles ou des contre-modèles de masculinité? Dans le sens où, comme on l'a dit plus haut, en tant que transfuge de genre, tu as vécu des deux côtés de la binarité de genre. Du coup, je me demandais si tu avais des modèles ou des contre-modèles de masculinité. Des contre-modèles, j'en ai pas. Dès que je sors dans la rue, en fait, je vois tous les hommes et je me dis, il faut pas que je redevienne comme ça. Vraiment pas. Et après, des modèles, je pense que mon principal modèle de masculinité, c'est mon père. Parce que c'est quelqu'un de très 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 sensible, très aux prises avec ses émotions, mais pas de la manière masculin, bagarre, je suis triste donc je vais m'énerver et taper dans le mur. Non, non. Mon père, il est très empathique et je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment cultiver. Maintenant que je me sociabilise en tant qu'homme, c'est cette sensibilité, pas devenir une espèce de mascu qui refoule ses émotions. Qui pleure pas. Qui pleure. Les hommes, ça pleure pas. Non, non. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que tu essaies de performer une certaine masculinité, du coup peut-être qui ne correspond pas au schéma qu'on a traditionnellement de la masculinité, et est-ce que cette performance, elle est influencée par les expériences
Je pense notamment au sexisme que tu as vécu avant ton coming out. Et enfin, je vais le dire un peu de manière provocatrice, mais est-ce que tu penses que ça fait de toi, ton passé, ton vécu, est-ce que tu penses que ça fait de toi un homme moins misogyne et davantage féministe? Je pense pas que ça me donne un totem d'immunité. Non, on en a parlé aussi. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. J'ai quelques contre-exemples de mecs trans qui agissent comme des mecs cis. J'en ai pas mal en vérité. Ouais. Faut Comme pas quoi. croire. Mais peut-être toi, c'est quelque chose que tu essaies de... Mais oui, je pense que je performe une forme de masculinité, oui. Bah, souvent, c'est ce qu'on parlait par rapport au passing. Souvent, c'est une question de sécurité, de se dire... si je suis dans la rue le soir et qu'il n'y a que des hommes dans le bus, j'ai envie qu'ils croient que je suis un homme aussi, ouais. j'ai envie qu'ils en soient convaincus. Donc tu marches... Ouais, je marche comme un bonhomme, main dans les poches. Terrible, mais je suis pas comme ça d'habitude. Mais du coup, voilà, je sais pas si t'as des choses à rajouter, parce que c'est la fin de l'épisode. Bah, merci à toi de m'avoir Merci proposé à de participer, ça me fait trop plaisir. Depuis que tu as commencé ton podcast, j'avais trop envie de... Bah voilà, c'est fait. J'espère que vous avez maintenant une idée plus claire de ce qu'est la transidentité masculine et sur pourquoi il est primordial de soutenir les luttes trans. J'espère aussi que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à partager l'épisode si c'est le cas ou à mettre 5 étoiles, ça aide pour le référencement. Pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis je te remercie encore pour ton temps, ta patience, et puis t'as relu quand même pas mal de trucs et tout, c'était trop cool. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite. Bisous. Salut.